Ça, c'est ce qu'on peut appeler de bien beaux paquets. Tous ces motifs, ces rubans, répondent à l'éclat des boules suspendues au sapin et brillent de mille feux. Rien d'étonnant à ce que toute une bande de petits convoiteux, retenus par les bras de leurs parents, trépignent d'impatience à l'idée de se jeter dessus. Le signal donné, les enfants se ruent comme une tornade, laissant derrière eux un sol jonché de papier déchiqueté et de cartons vides, découvrant leur récompense, des lingots d'une matière non précieuse, auxquels l'imagination donne une valeur inestimable, des Legos. Ne reste plus qu'à espérer le départ rapide des convives, la fin du repas de famille, pour s'adonner à la seule chose qui compte désormais, construire. L'œuvre prend forme brique par brique grâce au suivi consciencieux des instructions. À l'achèvement de son œuvre, l'architecte en pyjama est fier, mais pas repu pour autant. Il est maintenant temps de s'éloigner des sentiers battus, de s'approprier les structures, de détourner les pièces, de raconter sa propre histoire. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. My 3 words have 2 meanings. There's one thing on my mind. It's all for you. Hey! Cette douce expérience a été partagée par de nombreux foyers. En cette fin d'année 2004, toutefois, ils sont bien moins nombreux qu'auparavant. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark où siège l'entreprise Lego. Avec 220 millions de dollars de pertes enregistrées ces 12 derniers mois, la faillite est proche et le doute accable Kjell Kirk Christiansen, le directeur de la firme, possession familiale depuis 2 générations. Au pied du mur, l'héritier suscite les interrogations. Qu'a-t-il fait de ses legs? À quel instant, le poids de ses décisions a entraîné le trésor inestimable de sa famille au fin fond des abîmes? Kjell Christiansen pourrait relater le récit de sa famille à la chaleur d'une cheminée. Car il est fait lui aussi de bois, de flammes et de cendres. C'est son père, Godfred Christiansen, alors enfant, qui a inauguré une étrange malédiction le dimanche 27 avril 1924, lorsque, jouant avec son frère dans l'atelier, il provoqua un incendie et par là même la colère de son père, Olli Kirk Christiansen, le grand-père de Kjell donc. Ce bûcheur, malgré l'embrasement de son lieu de travail, s'apprêtait à marquer de son empreinte Billund, transformant ce village sans relief dans lequel rien ne semblait pouvoir prospérer, en l'une de ces compagnies town où chaque habitant, ou presque, est lié de près ou de loin à l'entreprise locale. Kjell n'était pas né, mais il sait qu'à l'époque, début 20e, il n'en était encore rien. Cela faisait une dizaine d'années que son grand-père, jeune diplômé en menuiserie, avait investi ses économies pour reprendre une petite affaire de la commune. Mais ces chantiers, parmi lesquels la construction d'une église, acceptée parfois mais peu rentable, ne stabilisèrent jamais sa situation. Vint la Grande Dépression de 1929 qui fit les poches au gros de sa clientèle, les agriculteurs. L'absence de demande entraîna le licenciement de l'ensemble de ses employés. Pour l'achever, un éclair frappa la fabrique Christiansen en 1932, perpétuant ainsi le cycle du feu commencé par son fils. Des forces supérieures semblaient être à l'œuvre contre l'entrepreneur. Avec la crise des années 30, terminées les réparations, la fabrication d'armoires, de cercueils, de fenêtres et de portes, les paysans n'en avaient plus les moyens. Place à de plus petites choses telles que des échelles à chevalet, escabeaux, planches à repasser, socles à sapin de Noël, plus abordables,
ainsi que des jouets. Kjeld a consciencieusement conservé ces reliques qui symbolisent les vrais débuts de Lego. Du camion de pompier, qui fut logiquement l'une des premières confections de son grand-père poursuivi par les flammes, aux voitures, meubles pour poupées, et yo-yo, phénomène disparu aussi vite qu'apparu. Ce fut une période fatidique où Holly s'obstinait dans une activité jugée fantaisiste par une famille modeste et pragmatique, mais qui le faisait vibrer comme aucune autre. Pour les convaincre de la viabilité de son projet, il lui fallait un succès. Une journée de 1935, le bois acheminé de la forêt, principalement du bouleau, au sortir de 2 ans de séchage à l'air libre et 3 semaines au four, fut poncé, apprêté puis peint pour donner vie à un canard à roulettes. Était-ce le regard ahuri, les couleurs ou simplement la possibilité de pouvoir promener l'oiseau en laisse qui charma les Danois? Quoi qu'il en soit, Holly répondit à une demande, proposant par la suite le reste de la basse-cour, chiens, chats, poules, chevaux et vaches. Une réussite qui éclaircit les perspectives de la fabrique de bois et de jouets d'Holly Kirk Christiansen, renommée Lego pour l'occasion, la contraction des mots leg et got, jouait bien. Ces bons résultats permirent non seulement à Holly de se désendetter, remplir le ventre de ses 4 enfants dont il devait s'occuper seul depuis le décès de sa femme en 1932, mais aussi de réembaucher ses ex-collaborateurs. Son catalogue s'enrichit de nouvelles références jusqu'à atteindre la centaine, et tout annonçait des lendemains prometteurs. Sauf qu'une fois de plus, les Christiansen allaient devoir subir le caprice des éléments. 1942, un court-circuit électrique embrasa et réduisit la manufacture en un amas de cendres. Des cendres qui ressemblaient à celles du précédent incendie, et pourtant parmi elles, subsistaient des débris de choses bien plus précieuses. De l'inventaire, la machinerie, les plans, il ne restait rien. Face à tant d'infortunes, la cinquantaine passée, seule la charge de ses 20 salariés et de son fils, qui avait délaissé ses études pour s'investir pleinement à ses côtés, détourna Holly de l'abandon. Un bâtiment flambant neuf fut reconstruit, le premier doté de chaînes de production, et la besogne put reprendre de plus belle. C'est qu'avec la Seconde Guerre mondiale, la nécessité d'armer les nazis avait mis en suspens l'activité des fabricants de jouets allemands, ceux-là même qui dominaient le marché durant la paix. C'est un boulevard qui s'offrait alors aux Danois. Kjeld est né au cours de cette faste période, en 1947. Un heureux événement pour sûr, accompagné d'un autre, et pas des moindres, la livraison d'une presse à injection, une machine très coûteuse permettant l'exploitation du plastique, le matériau montant chez les industriels, ainsi que d'échantillons bien spécifiques. Ce colis avait entre les mains n'était autre que les Self-Locking Building Bricks de chez Kiddicraft. Les Self-Locking Building Bricks étaient l'invention du Britannique Hilary Fisher Page, qui réfléchissait, étudiait et écrivait sur le rapport qu'entretenaient les enfants avec leurs jouets. L'utilisation de couleurs primaires pour les captiver, l'idée avant-gardiste d'exploiter le plastique, considéré comme cheap et grossier comparé au bon vieux bois, ces trouvailles étaient nombreuses. Celles-ci n'apporteront pourtant jamais assez de quiétude à cet homme en proie au désespoir. Une décennie plus tard, il mettra fin à ses jours sans qu'il n'eût conscience d'avoir changé le polymère en or. Son âme entra à tout jamais les briques. Holly, comme pour les yo-yo, jugea bon de se frotter à cette tendance en proposant sa version de la chose, une version ne dérivant toutefois que très peu du produit original, The Automatic Building Bricks. Des pièces rouges, vertes, blanches et jaunes, des portes et fenêtres miniatures, permettaient l'édification de maisons, d'avions, pianos, horloges, puis la fondation d'une ville tout entière, moyennant l'acquisition de plusieurs modèles. Kjeld montre toujours avec émotion ses premiers exemplaires qu'il avait pu tester avant tout le monde. Sur plusieurs boîtes, le petit brin accoutré d'un nœud papillon ou d'une cravate, c'est lui.
C'était juste avant que son grand-père ne succombe à une hémorragie cérébrale à l'âge de 66 ans. Même si Kjeld ne pourra plus passer du temps avec celui qui était devenu une figure du Danemark, un patron à la tête de plus d'une centaine d'employés et d'une entreprise de stature internationale depuis que la fin de la guerre avait autorisé l'export, il peut se consoler en contemplant une photographie chère à son cœur, prise aux 60 ans d'Oli, la seule immortalisant la réunion au complet des 3 générations qui ont participé à l'élévation d'un empire. L'ego perdait son fondateur, mais pas sa flamme. Au contraire. Le 4 février 1960, un bâtiment brûla de toute sa charpente. Rebelote. Celui qui se lamentait désormais, c'était Godfred. À mesure que la santé de son père avait décliné, il avait pris les rênes de la firme, et ce jour-là, il l'éteint ferme. Ce qui se consuma, c'était l'entrepôt des jouets en bois, et bien soit, ils n'en fabriqueront plus. De toute façon, dès 1953, ils ne représentaient plus que la moitié du chiffre d'affaires, et cette part n'avait cessé de baisser au profit du plastique. Le tracteur Ferguson 781, par exemple, fut leur best-seller de 1951. Au moment de cet énième incendie, ce qui monopolisait leurs efforts, c'était les briques. Celles-ci connaissaient depuis peu un engouement sans précédent, notamment depuis le dépôt d'un brevet des plus importants, le 28 janvier 1958 à 13h58, de la main de Godfred lui-même. Le problème des self-locking building bricks, ou des automatic binding bricks, c'était leur nature irrémédiablement fragile. Rien ne fixait les pièces. Le joueur devait faire donc preuve d'une grande minutie, sous peine que tout s'effondre. Ce travers fut résolu grâce au fruit de 2 années de recherche de Godfred et ses équipes, le Clutch Power, un système de tubes qui conférait aux briques le pouvoir de s'emboîter. Amélioration qui révéla rapidement son potentiel. Les combinaisons devenaient brusquement infinies, une dimension supérieure se greffait à un jouet qui avait déjà vu ses ventes doubler l'année précédente. Godfred fut vite convaincu par le potentiel de cette découverte, au point de décider de ne plus faire que dans ce qu'on ne nommera par la force des choses, les Lego. Le temps prouvera que ce choix était le bon. Effet unique dans l'univers du joujou, les pièces de 1958 demeurent toujours compatibles avec celles d'aujourd'hui. Le Clutch Power initia une ère de progrès. Les roues introduisirent les véhicules concordants avec le système de la marque, les moteurs rassasièrent les adeptes de trains électriques en tout genre, un nouveau plastique mit fin à l'affadissement des couleurs constaté précédemment, l'instauration des manuels d'instruction sans texte rendit ces derniers accessibles au monde entier, la gamme Duplo conquit le marché des enfants en bas âge, les futurs Lego techniques celui des adolescents. Parallèlement, l'entreprise s'installait de pays en pays, et l'expansion était si lucrative que Godfred engagea la construction d'un parc à thème Legoland et d'un aéroport à Billund pour faciliter les déplacements. Aéroport qui ne proposait que Billund-Copenhague en premier lieu, mais qui allait devenir le deuxième le plus fréquenté derrière celui de la capitale. Le mandat de Godfred avait de quoi mettre la pression à Kjeld. Comment ce dernier allait-il pouvoir se montrer digne de succéder au trône alors que son investiture était prévue en 1979 ? En apportant une brique substantielle à l'édifice assurément, et c'était d'emblée ce qui allait se passer avec son système dans le système. Une base de lancement pour conquérir l'espace. Une caserne de pompiers prêts à agir dans une ville foisonnante. Un château assiégé par des cavaliers armés jusqu'aux dents. Voici le premier exploit de Kjeld. Thématiser les sets en univers distincts fut un excellent moyen de mettre de l'ordre dans une offre de plus en plus large et en constante évolution. Lego Space tendra vers la science-fiction où se voient affronter différentes factions, Lego Castle vers la fantasy avec ses magiciens, dragons et autres fantômes luminescents. Un 4e univers viendra même enrichir la panoplie, celui des pirates.
Ce marketing astucieux ajouta également un élément essentiel pour que les joueurs imaginent leurs propres histoires. Car pour qu'il y ait des histoires, il faut qu'il y ait des protagonistes, en l'occurrence sous forme de mini-figurines. De nombreux essais avaient été réalisés sans que cela ne satisfasse les concepteurs, à la recherche d'un modèle type, capable de se fondre dans tous les univers, sans caractéristiques ethniques, à l'échelle de tous les décors, quitte à redimensionner les véhicules. La mini-figurine qui fait son entrée lors des premiers sets thématisés fut tout cela. Elle participa à propulser les Lego au rang de phénomène. Le modèle préféré de Kjeld, fasciné par les missions Apollo, c'est le 918 Space Transport, le premier vaisseau de Lego Space. Il ne se lasse pas de le faire voler, avec nostalgie, se remémorant la belle époque où tout lui réussissait. À peine quelques années avant que les ennuis ne commencent. Fin des années 80, le brevet de conception du Clutch Power expira. Une échéance que guettait avidement une horde d'industriels imitateurs. Soudainement, il était possible de se fournir chez Megablocks et bien d'autres, le tout certifié compatible avec les briques danoises pour 2 fois moins cher. Ce fut la fin d'un monopole des plus confortables, auquel il faut ajouter le désintérêt croissant des briques au profit des jeux vidéo. La galaxie Lego s'était considérablement étoffée pourtant. Le commandeur Cold emmenait sa troupe de skieurs assis sur la planète Christo. Le colosse robotique des espions Spirius dissuadait quiconque voulait s'y frotter. Les aquanautes et les aquasharks se livraient une bataille sans merci dans les abysses. Et les Highlanders punissaient le moindre flibustier pris en flagrant délit de piratage. Rien n'y faisait. À l'aube du nouveau millénaire, le Père Noël recevait davantage de commandes de Pokémon rouge et bleu que des derniers astronefs insectoïdes Zotaxian de Lego Space. Au point qu'en 1998, et pour la première fois depuis 50 ans, la firme enregistra des pertes. Et 1000 salariés furent licenciés. Subitement, le concept de la brique ne semblait plus se suffire à lui-même, il apparaissait indispensable de s'adapter, prendre des risques, se diversifier. Le début de la fin. Les Mindstorm, censés répondre aux nouvelles technologies, n'intéressèrent que les informaticiens bricoleurs. La nouvelle série Scala, destinée aux filles et ses pièces incompatibles avec la plupart des briques traditionnelles, enfonça une gamme en baisse de régime. Le story builder ne parvint pas à intriguer les jeunes enfants, les centres périscolaires d'Asie ne menèrent nulle part, les jeux vidéo Lego n'eurent rien de marquant, les nouveaux parcs à thème, bien que fréquentés, ne furent pas rentables et trop nombreux, et la catastrophique série Galidor, centrée sur Jack Stone, éloigna un peu plus l'entreprise de son ADN. Kjeld lançait tout azimut des projets ambitieux et coûteux, dans l'espoir que l'un d'eux touche sa cible. Certains y parvinrent, les Bionicle par exemple. Pas de quoi compenser le naufrage en cours pour autant. Ce qui maintenait le navire à flot était aussi ce qui allait l'ensevelir. L'année 1999 fut marquée par le retour de Star Wars au cinéma, et avec lui des vaisseaux spatiaux et autres véhicules prodigieux. Quand Lego s'aventura à restituer la AT Battle Tank de la Fédération ou le sous-marin Gungan, la symbiose fut évidente. L'aura des briques danoises amenait un charme certain au duel Qui-Gon Jinn Dark Maul. Des débouchés inexplorés s'ouvraient tout à coup avec les produits sous licence, malheureusement minés par une incompréhension du marché, rupture de stock lors des grosses demandes, trop plein pendant les périodes creuses. La gestion de l'approvisionnement fut désastreuse et les droits d'auteur considérables à reverser à George Lucas n'arrangeaient rien. Qu'importe, il fallait progresser, cette fois-ci en se frottant à Poudlard, son train et ses sorciers. Ce fut un suicide industriel. Kjeld s'en souvient. Cette fameuse année 2003, la pire. Pas d'incendie cette fois, mais des ravages d'une autre gravité. Harry Potter avait déserté les couloirs de son école,
et Anakin profitait de sa lune de miel dans les bras de Padmé. Autrement dit, aucun opus des deux sagas n'était prévu jusqu'en juin 2004, soit 1 an et demi sans qu'un film ne vivifie le chiffre d'affaires de Lego. Les plans de liquidation n'ont pas attendu le prisonnier d'Azkaban. Un rachat par le géant Mattel fut même sérieusement considéré. Kield fut dépassé, contraint de licencier à tour de bras et renoncer à Legoland. Une entreprise comme celle-ci, familiale, ne pouvait plus supporter des dettes de plusieurs centaines de millions de dollars. 22 octobre 2004, le New York Times annonça la nouvelle. Kield Kirk Christiansen, le PDG de Lego, démissionne. C'était inédit. Pour la première fois, un individu extérieur à la famille serait aux commandes. Un choix douloureux pour le petit-fils du fondateur, tout autant que pour des milliers de salariés. Les usines du Danemark et des États-Unis furent délocalisées respectivement en République tchèque et au Mexique. Jusqu'ici, Lego arborait fièrement sa devise « Only best is good enough ». Dorénavant, seul le tiers-monde semblait convenir. Quelque chose s'est perdu. Trop de diversité, une expansion trop rapide, des idées parfois bonnes, mais réalisées à la hâte. Même les populaires Bionicles n'avaient plus grand-chose à voir avec les Lego. À son départ, Kield préconisait ceci: revenir aux sources, se recentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi déjà? Ouvrir la boîte, vider les sachets à terre. Marcher pieds nus sur une brique, maudire la terre entière. Rechercher laborieusement la bonne pièce, fustiger le fabricant sous prétexte qu'il en manquerait une. Se lamenter de ne pas pouvoir finir son œuvre. Avoir tort. Ériger des fondations bancales. Des mécanismes aussi, pas toujours fonctionnels dès le départ. Revenir en arrière dans le manuel, s'efforcer de comprendre l'erreur commise. S'énerver. Trouver. S'étonner de l'utilité d'un élément que l'on croyait superflu. Placer la dernière brique, éprouver un sentiment d'accomplissement. Cette émotion que peu de jouets savent transmettre, celle sur laquelle repose la gloire de Lego. Ce n'est pas tous les jours qu'on fête un demi-siècle d'existence. Plus encore pour une marque. Kield veut fêter ça dignement. Clic, une photo est prise de lui, surplombant un quartier des années 50 en Lego, comme quand il était enfant. Outre l'évidente nécessité de sourire pour une publicité, la joie chez le sexagénaire est authentique. Lego est de retour, plus puissant que jamais. Moins de pièces différentes, des chaînes de production simplifiées, le triomphe des Lego Friends auprès des filles qui jusque-là préféraient les Barbie, un partenariat avec Warner pour apporter un soin tout particulier aux jeux vidéo et films. Des grands chantiers ont été menés à bien par le nouveau PDG et ça marche. En 2014, Lego s'est hissé au rang de numéro 1 mondial du jouet. Kield a de quoi être rassuré. Son héritage est sauf. Pour sa part, il lui reste tout de même une ultime mission. Un vieux rêve. Son père trouverait ça trop, il est vrai que c'est actuellement la folie des grandeurs qui l'anime. C'est la construction finale. La dernière trace qu'il veut laisser de son passage. Quelque chose de jamais vu, que l'on visiterait au même titre qu'un monument. La Lego House. Trois années furent nécessaires pour venir à bout de cette maison en l'honneur de la brique. Ouvert en septembre 2017, imaginée par un architecte danois de renom, elle est composée de blocs géants correspondant à des zones de couleurs. Entre autres, la rouge et sa cascade formidable prônant la création libre avec à disposition des milliers de pièces et une librairie spécialisée, la jaune célébrant la nature, les plantes, l'eau, son aquarium interactif numérisant en direct les poissons créés sur place,
ou encore la bleue abritant des diaporamas exceptionnels, un port, une île tropicale, un château près d'une montagne, une métropole avec ses caméras interactives, et une installation permettant de faire du stop motion en quelques minutes. Les Affolls, adultes fans of Lego, ont aussi leur place à l'étage avec leurs créations originales, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Au restaurant, le choix du menu se fait tout en Lego. Le musée au sous-sol retrace entièrement l'histoire des Christiansen. Et enfin, clou du spectacle, se trouve au hall central la pièce maîtresse, un gigantesque arbre s'étirant de toute sa hauteur à travers le bâtiment, l'arbre de la créativité, dont les branches portent les plus grands classiques des sets de la firme. Mais c'est au niveau de ses racines qu'est observable le symbole originel, le jouet emblème des débuts, le canard à roulettes d'Ollie Kirk Christiansen. Logiquement, et commercialement, un endroit d'une telle ampleur aurait dû s'implanter à New York, Londres ou Hong Kong. Pour Kiel, de la question ne s'est pas posée. L'affect l'emporte parfois sur le rationnel. C'était Billund ou rien, ce village sans relief dans lequel rien ne semblait pouvoir prospérer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et merci à Will qui m'a permis de tourner dans son appart avec ses magnifiques Lego, comme vous pouvez le voir, donc merci beaucoup à lui. Si vous avez un petit peu d'argent de côté, n'hésitez pas à me laisser un petit pourboire sur ma page Tipeee, c'est ma principale source de revenus, et c'est ce qui me permet de continuer mon activité sur YouTube. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo, et je vous souhaite un joyeux Noël. À bientôt, ciao! Je tiens aussi à remercier la chaîne Bricks Planet, les stop motion que vous avez vus au cours de la vidéo sont ses créations, donc si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, elles sont superbes. Ciao!